Nous allons, si vous voulez bien, commencer cette réflexion. Ceci étant, auparavant, je voudrais donner, si vous voulez bien, un peu la substantifique moelle de cette réunion. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 ans, les 3 mousquetaires, Claude Forest, Jacques Hayech et moi-même, développant au niveau de la faculté des sciences toute une réflexion sur l'intégrité scientifique aux chercheurs. Et nous n'avons pas pris, bien entendu, puisque ça existe depuis 20-30 ans à l'INSERM, n'est-ce pas, Ghislaine? Voilà, donc nous n'avons rien inventé, mais nous avons pensé qu'il était important, en fonction, je dirais, de certaines péripéties, pour ne pas dire affaires, dans un certain nombre d'institutions de recherche, justement, à propos de l'intégrité scientifique, ou du moins leur manquement. Après avoir fait un Dalloz, il y a 3 ou 4 ans, nous sommes dit qu'il était fondamental de faire une espèce de revue bottom-up, c'est-à-dire d'aller directement au niveau des différents services, unités, de manière à impliquer les étudiants. C'est pour ça que vous verrez en fin de matinée ou durant la matinée un certain nombre d'étudiants qui, en thèse, qui concourent pour se poser la question qu'est-ce que c'est que pour moi, en définitive, l'intégrité scientifique au stade où je suis. Partons du principe que le nombre de déclarations est assez important, mais leur application, surtout à l'université ou dans les instituts de recherche, est moindre. Et c'est là notre question de fond. Donc ce bottom-up, c'est-à-dire comment impliquer les plus jeunes, comment impliquer les directeurs de thèse, qui ont une responsabilité, pas simplement de la publication elle-même. Et vous verrez dans la journée que même le système de publication, d'évaluation sont actuellement totalement remis en question. D'où une ouverture d'esprit. Vous verrez, il y a un certain nombre de personnes prestigieuses que nous avons fait venir, qui sont en responsabilité et qui vont être amenées à se poser devant vous et avec nous les questions. C'est-à-dire il y a beaucoup d'humilité dans ce travail que nous faisons aujourd'hui, avec en particulier Thomas Coudreau, qui dirige au niveau de l'université de Paris, nouvelle grande université, qui dirige toutes les écoles doctorales, et à ce niveau, du moins qui les coordonne. Et à ce niveau-là, c'était important que nous ayons son aide pour justement que la plupart des étudiants en doctorat puissent être touchés, incités. Et comme vous verrez, il y en a peu qui ont concouru, mais on espère l'année prochaine qu'il y en aura plus. Si vous voulez bien, je donne la parole à Charbel Massad. Nous sommes dans ses locaux, en quelque sorte, puisque le 45 rue des Saints-Pères est sa maison. Et c'est avec lui que nous avons commencé, depuis maintenant 3 ans, ces colloques sur, justement, l'intégrité scientifique. Tu as la parole, Charbel. Merci Christian. Bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'accueillir au sein de la biomédicale, donc de la faculté des sciences fondamentales et biomédicales, ce colloque sur l'intégrité scientifique. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je suis tombé dedans il y a à peu près 3 ans grâce aux travaux de Jacques, de Christian et de Claude. Donc comme ils disent, ces 3 mousquetaires qui luttent contre la fraude scientifique et la méconduite scientifique. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, depuis une décennie à peu près, nous assistons à une compétition très dure dans le domaine de la recherche. Nous assistons à une surproduction au niveau scientifique. Et qui dit surproduction dit surchauffe, dit aussi déchets et pollution. Malheureusement, ces mots-là peuvent s'appliquer à la science parce que quand on fraude, on va produire des déchets. Et ceci est très néfaste pour nous. Nous assistons aussi à une période où le chercheur est starifié. Donc, on compte le nombre d'articles, on compte l'impact facteur des articles, et là, on assiste à la starification du chercheur. Ça, c'est mauvais. Le chercheur, il est là pour chercher, pour trouver des solutions, pour avancer l'humanité. Il n'est pas là pour devenir une star. Dans certains pays, on attribue même des primes pour les chercheurs les mieux publiants.
En France, un chercheur qui a un grand peut aussi augmenter son salaire. Ce sont des choses qui peuvent, de temps en temps, pas très souvent, altérer la qualité de la science. Et donc, quand on altère la science, on altère le savoir. Et ceci est très néfaste pour l'humanité. Je vous donne un exemple. On va dans un musée. Je vais dans un musée, je vois la Joconde. Au lieu de la contempler, je veux mettre un coup de canif dans la Joconde. Il faut 10 ans ou 20 ans pour la restaurer. C'est exactement ce qui se passe quand un chercheur fraude, quand il va modifier les résultats, quand il va les édulcorer. Ça peut commencer par contraster un gel, retirer des points dans une manip, mais ça peut se terminer par des choses beaucoup plus graves où les résultats sont complètement inventés. Et ça va altérer la confiance entre le chercheur et la société. Mais aussi, on voit qu'il y a une altération très importante de la confiance entre les secteurs privés et publics dans le domaine de la recherche. Il y a quelques années, un article est sorti par un consortium de laboratoires pharmaceutiques qui démontre qu'une grande partie de nos recherches, de la recherche académique, n'est pas utilisable pour de nouveaux traitements, pour de nouveaux médicaments. Parce que les tests statistiques sont mal utilisés, parce que les manips sont mal faites, etc. De l'autre côté, il y a une perte de confiance entre les chercheurs académiques et les chercheurs du secteur privé, parce que certains pensent que les résultats sont trop rapidement acquis, que les tests cliniques sont bâclés, etc. Et ça conduit parfois à la mise sur le marché de médicaments inefficaces, voire dangereux, et on voit actuellement le fameux procès du Mediator. Donc il faut rétablir tout ça. Et pour rétablir tout ça, il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est la législation, c'est-à-dire il faut punir les fraudeurs, etc. Ça peut être utile, mais un certain temps. Mais le travail que nous devons faire, c'est notre devoir en tant qu'université, en tant qu'institut de recherche, c'est la formation. Il faut former les jeunes dès le départ, dès leur plus jeune âge, sur l'éthique scientifique. Et ça, c'est le travail que nos trois mousquetaires ont amorcé depuis maintenant plusieurs années. Et maintenant, par exemple, à la biomédicale, on commence les cours d'éthique scientifique dès le berceau, dès la licence. Le rapport Corvol qu'il a fait au G7 dit qu'on doit commencer beaucoup plus tôt, dès le lycée, voire le collège, voire avant. Et il a tout à fait raison, il faut qu'on commence très tôt la formation de nos jeunes pour l'éthique scientifique. N'oubliez pas que les chercheurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, participent à un trésor de l'humanité qui est le savoir. Il faut qu'on redonne la confiance en la science, c'est notre devoir. Et cette journée sera très importante pour nous former les jeunes et aussi qu'on puisse donner les informations sur l'éthique scientifique. Et je vous remercie vraiment d'organiser ces journées depuis maintenant 3 ans à la biomédicale. Alors maintenant, c'est le grand moment parce que, comme vous le savez, l'université a complètement changé. Depuis, je regarde Madame Clérici, depuis un petit moment, c'est-à-dire qu'il y avait l'université René Descartes, il y avait l'université Denis Diderot, et en définitive, maintenant, tout ceci s'est réuni dans l'université de Paris. Et nous avons réussi, et je tiens à la remercier particulièrement, que Madame Christine Mardelet, qui est ancienne présidente de l'université Paris 3, si je ne me trompe pas, justement sur les humanités, qui nous intéressent particulièrement ici en éthique et en intégrité scientifique, eh bien, nous avons la chance qu'elle fasse des choix très difficiles et qu'elle soit là aujourd'hui. Je suis très heureux de vous donner la parole maintenant. En fait, vous êtes sur le berceau qui est le nôtre là, et c'était important que vous soyez là aujourd'hui. Si vous voulez bien prendre la parole, c'est un grand plaisir. Merci, professeur Christian Hervé, de m'avoir invité. Effectivement, j'ai dû faire des choix cruciaux dans mon agenda, mais je ne regrette rien. Je voulais vous dire que pour moi, évidemment, pour la ville de Paris, pour Anne Hidalgo en particulier, mais ça remonte à un choix politique que Jean-Yves Mérindol connaît bien, puisque Bertrand Delanoë avait fait le même. La place des chercheurs, c'est une place très importante, la place des universités aussi, la place des étudiants dans Paris. Je rappelle qu'à Paris, il y a 360 000 étudiants, qu'un Parisien sur 10 est un étudiant. Et donc, nous avons toute une politique
de protection, j'allais dire, de la vie étudiante, mais aussi d'incitation à la recherche et de développement en considérant que vous faites partie de la richesse de Paris, de la richesse économique, intellectuelle et du patrimoine de Paris, qui n'est pas une ville musée, comme certains voudraient le faire croire. Alors, on a plusieurs dispositifs. Bon, le plus simple et le plus évident, c'est le programme Émergence, qui a fêté ses 10 ans il y a quelques jours et qui a été évalué par le Conseil scientifique de la ville de Paris. C'est un programme, un appel à projet blanc, sans thème. Le seul critère, c'est l'originalité, la prise de risque pour de jeunes équipes dont le directeur de laboratoire a soutenu sa thèse depuis moins de 10 ans. Ça correspond, si vous voulez, à un manque qu'il y avait entre les très jeunes chercheurs qui venaient de soutenir et puis les plus confirmés qui obtenaient des financements européens. Entre les deux, il y avait un petit manque et on trouve qu'à l'usage, après 10 ans d'expérience, ce système Émergence permet à de jeunes équipes de se lancer et après d'obtenir des financements plus importants pour leur recherche. Il y a aussi le lien, comme vous l'avez dit, entre les sciences, la santé et les humanités. Nous avons aussi cette idée et cette pratique d'associer les sciences humaines à nos décisions, à nos politiques publiques. Alors il y a une manière très concrète de le faire, c'est d'accueillir des doctorants dans notre administration. J'ai développé, ça existait déjà, mais j'ai développé les bourses CIFRE à la ville de Paris. Donc maintenant, nous avons un volant de 40 doctorants qui sont accueillis dans une administration parisienne. Quand je dis administration, ça veut dire la voirie, le scolaire, la mienne, mon administration, qui s'occupe des universités, mais pas seulement. On a des sujets de recherche sur tout, les termites, la biodiversité, enfin il y a toutes sortes de sujets de recherche. Et à chaque fois, il y a un référent au sein de l'administration même. Et ce système est extrêmement positif pour tout le monde, c'est-à-dire que ça donne aux jeunes chercheurs un terrain d'exploration, ça lui donne des données extraordinaires, parce qu'à la ville de Paris, on a beaucoup, beaucoup de données, évidemment. Et l'administration, ça lui donne un petit pas de côté, une obligation à remettre en question certaines pratiques. Et l'échange, je réunis régulièrement les jeunes chercheurs à mi-parcours, parce que ce sont des bourses qui durent 3 ans, les bourses CIFRE. Et j'invite aussi les administrations, et c'est très intéressant de voir leur dialogue publiquement. Ils l'ont de toute façon quand ils travaillent ensemble. Et alors on me dit, mais comment ils font? Ils n'y arrivent pas? Ben si, ils y arrivent justement. Mais ce sont deux cultures tellement différentes que ça demande une acculturation au sens propre des uns et des autres. Et je pense que ça, c'est susceptible de restaurer ce que vous dites sur la confiance vis-à-vis des chercheurs. Parce que c'est vrai que pour la majorité des administrations, ou même des politiques, certains, les chercheurs sont de doux rêveurs. Ils sont gentils, on les aime bien, mais on ne voit pas très bien à quoi ils servent. Bon, moi, j'essaie de montrer, puisque moi-même, je viens de ce milieu-là du monde universitaire, j'essaie de montrer que si, la recherche fondamentale est très importante pour tous les aspects de notre politique publique. Donc, on travaille aussi avec Sciences Po pour évaluer nos politiques financières, etc. Il y a une politique, si vous voulez, de la transparence et de l'évaluation. Et donc là, je crois qu'on rejoint les préoccupations de votre colloque d'aujourd'hui, puisque vous insistez sur l'éthique, et vous avez raison. D'ailleurs, j'ai ouvert récemment une journée d'études qui s'appelait « Comment défendre la démarche de doute et de scepticisme propre à la pensée critique, sans pour autant tomber dans un relativisme absolu ». Donc c'est un peu long comme titre, mais c'était pour dire il faut remettre à l'honneur la vérification des données, la vérification des faits. On a vu récemment avec certains journalistes qui se sont précipités sur une nouvelle qui n'était pas fausse, à proprement parler. C'était juste trop tôt. Ils ont parlé trop tôt. Ils ont fait des émissions en boucle sur rien. Et ça, c'est vraiment très symptomatique de cette habitude maintenant qui est aussi renforcée par les réseaux sociaux. Moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un très bon moyen de se renseigner ou d'échanger des informations, mais ça demande quand même qu'on vérifie. Donc là, l'ouverture de la science et l'intégrité scientifique, ça va de pair avec
la transparence et le partage des données. Et je crois que là, à la place où je suis maintenant comme maire adjointe de Paris, je veille aussi à ce qu'il y ait toujours cette circulation et cette confiance réciproque entre les chercheurs et ceux qui décident, les décideurs politiques. Nous avons aussi un appel à projet sur la diffusion de la culture scientifique pour faire exactement ce que vous dites, c'est-à-dire très tôt amener les jeunes enfants dans les écoles dont la ville est responsable à se poser des questions scientifiques, à remettre en question leurs propres découvertes, si vous voulez, mais aussi à croire, à penser que la science est vraiment quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et pour les questions cruciales comme les enjeux climatiques, l'intelligence artificielle, le biomédical, qui posent des questions éthiques impensables presque, il faut se poser des questions très jeunes et ne pas éteindre cette capacité qu'ont les enfants à poser des questions. En général, on leur dit « tais-toi, on t'expliquera quand tu seras plus grand ». Bon, ça a un peu changé, mais pas tant que ça. Donc il faut qu'on revalorise cette attitude de doute cartésien. Hein, on est bien ici pour parler de ça. Et aussi de doute créatif et d'imagination, laisser parler l'imagination. Donc je dirais que, juste pour conclure, que l'exigence de rigueur, de probité, de qualité de la démarche scientifique, ça va de pair avec une dynamique de partage, d'ouverture, de transparence que nous essayons de promouvoir. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Science ouverte, et je crois que vous les connaissez, qui... c'est une attente des citoyens. Les citoyens nous demandent. Et quand on fait des conférences à l'hôtel de ville avec des scientifiques très pointus, les gens viennent. C'est pas vrai que les gens ne s'intéressent pas. Ils s'intéressent pas quand on les prend pour des idiots. Mais si on les prend là où ils sont et qu'on leur amène des explications rationnelles, intelligentes et intéressantes, les gens viennent et se renseignent. J'ai eu l'occasion moi-même à la mairie du 5e d'animer, disons, une soirée sur le climat, puisque la maire de Paris veut que tous les adjoints s'impliquent dans cette question du climat. Moi, franchement, je n'y connaissais rien du tout. Donc j'avais l'impression de jouer un rôle de composition en animant cette soirée. Eh bien, d'abord, j'ai beaucoup appris. On avait fait venir un scientifique de Paris, de Sorbonne Université, qui expliquait l'importance des arbres. C'était passionnant et tout le monde, le public qui était là, c'était des gens lambda, c'était pas des militants, c'était des gens qui avaient vu l'annonce, conférence, débat autour du climat. Il faut donner la parole aux gens, mais aussi les informer. Je crois que l'avis des gens est important, mais aussi les faire monter dans la connaissance. Et c'est pas toujours évident non plus pour des chercheurs de donner accès à leurs connaissances, parce que c'est quand même c'est pas la même chose. Tout le monde ne peut pas être, je sais pas, généticien ou spécialiste du climat. Donc je dirais que tous ces questionnements pour nous, responsables publics, sont cruciaux. Et je vous remercie de m'avoir invité pour partager avec vous ces préoccupations et vous dire qu'on est vraiment à vos côtés pour continuer dans cette voie. Merci. Donc on a bien fait d'insister. Surtout qu'en fait, on est collègues. Et je me rappelle du temps, justement, des programmes de Sorbonne Université, Paris-Sorbonne Université, avec M. Mérindol, puis ensuite, comment parce qu'il faut aussi, l'ouverture dont vous parliez, c'est l'ouverture des disciplines entre elles. Et comment la multidisciplinarité, éventuellement l'interdisciplinarité. Je me rappelle un mot de Madame Bréchignac qui disait « Je ne suis pas contre la multidisciplinarité, même l'interdisciplinarité, à une seule condition, c'est que les disciplines soient fortes. » Donc on est devant cette contradiction d'avoir des disciplines fortes et en même temps que certains dans la discipline s'ouvrent vis-à-vis des autres de manière à alimenter, à donner un certain oxygène. Et ce sont les programmes que vous avez commencé, Monsieur Mérindol, qui nous ont permis, au niveau de notre axe de recherche, de se développer. Maintenant, alors, la fée de notre université, si vous voulez bien dire, j'ai parlé de berceau tout à l'heure, c'est vous qui avez en charge le berceau, bien sûr, puisque vous êtes la présidente élue de ce grand consortium
qu'est l'Université de Paris. C'est un plaisir aussi de vous avoir. Il a fallu... Mais je suis heureux que vous soyez là, et l'une et l'autre. Vous avez la parole. Vous êtes chez vous, Merci madame. beaucoup. Merci donc de m'avoir convié, Christian Hervé, pour ce séminaire ou colloque, qui est un sujet important au point de vue national, international, mais aussi important pour l'université, parce que je crois que la méconduite scientifique, l'ouverture des données nationales et internationales, donc dans le cadre de la globalisation de la recherche, on en parle beaucoup. Et je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Ce qui est plus problématique actuellement, c'est comment les universités s'emparent de ce sujet pour mettre réellement des actions en œuvre. Et il ne suffit pas effectivement de parler très largement et dans beaucoup d'endroits de ce sujet, de la qualité de la démarche scientifique, de l'éthique, de la science ouverte. C'est comment les universités sont capables de s'emparer de ce sujet. Et je pense que c'est important, effectivement, que ça soit ce matin des doctorants qui soient présents, des étudiants, parce que, en fait, tout va commencer par eux. Et je pense qu'il faut qu'ils soient extrêmement attentifs dans leur démarche scientifique et dans le fait qu'ils participent aussi à l'ouverture des données sur de la science au national et international. Et c'est par eux que ça va vraiment se passer. Je voudrais juste rappeler que ce sujet de la démarche scientifique et de la qualité de la démarche scientifique, c'est quelque chose, en fait, je dirais, qui est réapparu de façon assez récente. Moi, de mon temps, qui suis donc déjà une vieille dans la science, c'est vrai que la démarche scientifique n'était pas aussi, ou en tout cas l'interrogation sur la qualité de la démarche scientifique n'était pas aussi prégnante que depuis quelques années. Et moi, je dirais qu'il y a deux choses qui interviennent. La première, c'est qu'effectivement, il y a la pression de publication sur les chercheurs qui est extrêmement importante, et c'est un point dont on peut discuter, mais le publish or perish, c'est vraiment extrêmement présent et ça peut participer à ce phénomène. Et puis l'autre chose, c'est que notamment dans la partie biologique, alors c'est un peu moins vrai en sciences humaines et en littérature, mais en biologie, par exemple, on a vu l'apparition des nouvelles technologies, et de mon temps, ce que l'on faisait, c'est qu'on envoyait les gels en entier, non coupés, dans les journaux, et que finalement, ces nouvelles technologies qui permettent finalement de retravailler un peu comme on le souhaite les expérimentations, peut être aussi à l'origine de ces méconduites scientifiques qui font que le sujet est revenu sur le devant de la scène. Puis par ailleurs, on a un vrai enjeu dans la diffusion de ces données scientifiques. On parle beaucoup d'ouverture sur la société, d'ouverture sur le monde. Je pense que s'il y a un doute sur la qualité des scientifiques, ça pose problème vis-à-vis de la société, c'est-à-dire vis-à-vis des concitoyens qui donnent de l'argent, notamment dans la recherche publique, et qui finalement n'ont pas de retour de qualité. Et ça me semble extrêmement important de travailler sur ce sujet. Alors l'Université de Paris, en quelques mots, donc c'est effectivement le rapprochement ou la fusion, on peut le dire, de l'Université Paris-Descartes et de l'Université Paris-Diderot, avec l'intégration d'un très gros institut de recherche qui est l'Institut de physique du globe, qui, même s'il n'a pas fusionné réellement avec les deux universités, est fortement intégré. Vous savez que l'Institut de physique du globe, c'est de la recherche en géologie, en physique, en géophysique, en astrophysique, qui est extrêmement importante. Et donc là aussi, évidemment, la qualité scientifique est importante. Donc l'Université de Paris, de facto, c'est 155 laboratoires, dont quasiment 80% sont en mixité avec des organismes de recherche. Donc c'est derrière beaucoup de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'en tant qu'université de recherche intensive, on est quand même très attentif à savoir ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour assurer cette démarche éthique et scientifique. Comme on est une université de recherche intensive, il y a beaucoup de doctorants et il y a beaucoup d'étudiants en master. Et même si, on l'a dit tout à l'heure, c'est une démarche qui doit être anticipée sur
sur le lycée ou le collège, on est probablement plus que tout autre confronté à cela. Et notamment, effectivement, Thomas Coudreau, qui dirige le collège des écoles doctorales, mais bien en amont, tous les responsables de master doivent être impliqués aussi dans cette démarche. Et on souhaite que les étudiants soient extrêmement participatifs et également soient des facteurs d'impulsion, parce que je crois que peut-être les chercheurs un peu établis n'ont pas cette volonté peut-être d'aller plus avant. Alors sur l'Université de Paris, en fait, on a souhaité inscrire dans les statuts l'existence d'une commission de déontologie, d'intégrité scientifique et d'éthique, qui probablement doit être à revoir, parce qu'en fait, on a fait une seule commission pour les trois. Or, la déontologie peut être séparée de l'intégrité scientifique et l'éthique peut être en soi-même un sujet. Donc je pense qu'on a aussi à travailler sur la façon dont on conçoit ces trois domaines pour faire partie de la commission nationale au niveau du ministère, la commission du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en déontologie. On confond souvent intégrité scientifique et déontologie et on voit que c'est quand même pas tout à fait les mêmes domaines, donc je pense que c'est important à l'Université de Paris aussi de donner cette capacité d'avoir des commissions qui sont assez différentes. Il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on puisse aussi répondre aux alertes. Je pense que c'est important parce qu'on a parfois, moi j'ai déjà eu cela à l'Université Paris Diderot, des remontées qui sont souvent anonymes parce que même pour des doctorants ou pour des étudiants, c'est un peu compliqué d'aller faire remonter quelques cas de méconduite scientifique de la part de leurs tuteurs. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit assez attentif à cela et que finalement on puisse répondre à ces étudiants ou à ces jeunes chercheurs pour leur donner la possibilité que finalement leur signalement ne soit pas complètement oublié. Et c'est évidemment là aussi de la part de l'université un point important à prendre en compte. Je voudrais aussi parler de la science ouverte, parce que c'est aussi un des points importants, et ça fait partie aussi de la qualité de la démarche scientifique et de l'éthique, puisqu'on est amené, à travers la science ouverte et la science des données, à diffuser très largement nos productions scientifiques et nos données. Et Charbel disait tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, qu'il y a de la part de la recherche privée parfois un peu de suspicion sur la recherche publique. Et je crois qu'il faut là aussi être complètement ouvert. Et lorsqu'on souhaite transférer nos recherches du public vers le privé, il faut être en mesure de donner également les données qui ont permis d'aboutir aux résultats que l'on veut transférer. C'est ce qui se fait en Allemagne, et je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça redonne une confiance dans la recherche publique, mais aussi ça permet probablement de mieux transférer notre recherche. Et donc c'est un point sur lequel il faudra probablement... je ne pense pas que ce soit une démarche complètement française. Peut-être que vos intervenants après seront capables de le dire, mais je ne crois pas qu'on soit actuellement dans cette démarche-là. Alors sur la science ouverte, donc vous savez qu'il y a un comité de la science ouverte au niveau du ministère, que la conférence des universités de recherche intensive française, qui est la CURIF, que je préside actuellement, s'est emparée du sujet de la science ouverte et qu'on voit qu'un certain nombre d'établissements français sont quand même très avancés. Et on peut dire que l'Université de Paris ne l'est pas. Donc ça nous donne effectivement un axe stratégique majeur, c'est comment mettre en place la science ouverte et surtout qu'elle s'applique. Donc, on en a, quand j'étais présidente de Paris Diderot, on avait essayé au cours de commissions de recherche de commencer à aborder le sujet parce que, évidemment, c'est des sujets qui peuvent être un peu coercitifs. C'est-à-dire que pour avancer, il
faut être un peu coercitif. Donc, par exemple, je pense que l'évaluation des unités de recherche doit prendre en compte le dépôt sur des archives ouvertes des publications et puis éventuellement des données quand c'est possible. Il faut aussi que lors de l'évaluation en interne des chercheurs, ou même lorsqu'il y a des candidats à des postes de maître de conférence ou des postes de professeurs des universités, on soit capable d'évaluer le pourcentage de publications qui sont mises sur ces archives ouvertes, et qu'on puisse même, on pourrait même aller au-delà, lorsque les facultés seront mises en place, que ça soit un des indicateurs au niveau des facultés je dirais, de l'adhésion à ce sujet de la science ouverte. Voilà. Il faut faire passer ça dans les différents conseils, puisqu'il faut que ça soit validé par l'ensemble des acteurs élus de l'université, mais je crois que c'est vraiment un axe absolument majeur. On peut aussi, et à la Curif, on a demandé aux adhérents d'avoir un petit versement financier, faire des appels à projets pour essayer de lancer ces actions de sciences ouvertes. Le comité de pilotage de la science ouverte au ministère le fait également, puisque la ministre avait fléché une somme sur ces appels à projets. Je crois aussi qu'il faut qu'au niveau des directions de la recherche, on soit capable d'aider les chercheurs à déposer sur HAL, parce qu'en fait, le système n'est pas si facile que ça, et notamment pour les chercheurs qui ont beaucoup de publications et qui n'ont jamais déposé, c'est un travail absolument énorme, mais si on veut effectivement que ça soit réalisé, il faut qu'on puisse les aider. Voilà, donc je pense que l'Université de Paris a plein d'actions à mener, qu'on est vraiment au tout début, et qu'évidemment, je suis tout à fait en faveur d'une action sur les publics étudiants, même sur les publics de licence. Alors, il y a au niveau du collège des écoles doctorales, mais Thomas en parlera probablement, donc un centre de formation pour l'insertion professionnelle des doctorants. Et je pense que c'est à l'intérieur de ces formations, il faut faire des formations sur l'éthique, sur la déontologie et sur l'intégrité scientifique. Et aussi, voilà, être très actif sur la science ouverte. Voilà, je vous remercie. Je dis la même chose qu'à Madame de Mardelais. Il était fondamental que votre introduction soit faite, déjà pour nous mettre en marche, nous sommes derrière vous, et bien sûr, nous évaluerons ensuite, bien sûr, tout ce que nous faisons et nous rapporterons auprès de vous. Comme vous pouvez voir, il y a une collection d'alloses où à chaque fois, on s'oblige, et dans une revue internationale que nous faisons avec nos collègues américains, justement de développer toute cette action, toute cette énergie difficile. Cela fait 3 ans que nous travaillons, je dirais, dans les soutes, en quelque sorte. Très peu d'étudiants répondent, et en grande partie parce que beaucoup de directeurs de thèse les empêchent. Et nous avons un certain nombre qui disent qu'ils sont les premiers à répondre à l'appel d'offres que nous faisons. Il y a même un prix, la Société française et francophone d'éthique médicale même a fait des prix, etc. Et secondairement, ils reviennent sur leurs décisions, tout simplement parce que le directeur de thèse ne leur permet pas. Et donc là, il y a une action, vous l'avez dit, les plus anciens sont dans l'ancien système qui n'était pas de considérer ces éléments-là qui deviennent maintenant prégnants. Nous avons d'ailleurs parmi nous un représentant des étudiants auquel tout à l'heure j'expliquais pourquoi, dans un guide qu'ils ont fait, le fait d'oublier ou de séparer peut-être la réflexion éthique et l'intégrité scientifique fait qu'en quelque sorte, c'est une chose supplémentaire, aléatoire pour certains, voire pour certains faire leur carrière, alors que le problème n'est pas de faire une élite éthique ou une élite d'intégrité, c'est qu'il y a un véritable partage. Et ça, si nous pouvons être appuyés par vous-même et vos conseils, nous sommes très partants en définitive. En tout cas, merci
Je vous demande de les applaudir parce que c'est vraiment un grand moment. C'est une université qui, en définitive, je dirais, se connaît mieux, puisqu'il va falloir que nous nous construisions ensemble. Et ce projet est un projet qui doit bien sûr réussir et intégrer ce que nous abordons aujourd'hui. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions 3 mousquetaires. En fait, il y a un 4e, vous le savez très bien. Le 4e, c'est Thomas Coudreau. Je me permets. Il n'a pas donné totalement son consentement. On est en éthique, mais là, c'est plus ou moins présumé, voyez-vous. En France, on travaille beaucoup dessus. Et je lui ai demandé s'il veut bien venir. Et je vais demander, comment dire, aux personnes que vous avez nommées comme doyen, Madame Clérici, de venir avec lui. Il va falloir rajouter une chaise, si c'était possible. Côme, est-ce qu'on peut rajouter une chaise, s'il te plaît? De manière à ce que non seulement nous ayons Thomas Coudreau, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dirige toutes enfin, qui coordonne en quelque sorte les écoles doctorales de cette université, mais aussi donc Alain Zider, qui est doyen de la faculté des sciences, Xavier Jeune-Maître, qui est doyen de la faculté de santé, et Sylvain Moutier, la faculté de société humanité. Messieurs, nous sommes sous votre, comment dire, votre pouvoir en quelque sorte, puisque autant au niveau de la pédagogie que de la recherche, c'est par vous désormais les conseils que vous représentez que nous pourrons développer toutes nos actions. Thomas, je te donne la chose qui donne le pouvoir, si tu veux. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans la phase de création de cette université de Paris. Christine Clérici l'a rappelé tout à l'heure, les questions d'éthique et d'intégrité scientifique sont au cœur, et de déontologie sont au cœur de nos préoccupations. Je partage tout à fait ce qui a été dit sur l'importance de former effectivement les chercheurs de demain qui sont les doctorantes et les doctorants actuellement, mais aussi les étudiants dès le niveau master qui sont, pour une partie d'entre elles et d'entre eux, celles et ceux qui seront sur ces bancs ou sur cette estrade dans quelques années. En parallèle, il y a un point important qui est que, alors Christian a fait une référence là-dessus, sur le rôle des directrices et directeurs de thèse. Parfois, effectivement, on constate trop souvent que ce rôle consiste à dire à une doctorante ou un doctorant « non, tu n'as pas le temps de faire ça ou ça ». Je trouve ça extrêmement dommage, très ennuyeux pour la recherche, pour la création de l'université, pour l'écosystème en général. Et c'est important de le réaliser, mais peut-être aussi est-ce à nous, en tant qu'institution, de travailler sur cet accompagnement des directrices et des directeurs de thèse pour qu'ils réalisent qu'ils ont un rôle à jouer, que les questions qui sont posées sont importantes, voire cruciales, fondamentales, ça a été rappelé aussi par Marie-Christine Lemardelet tout à l'heure, et qu'il ne faut absolument pas les négliger. On reviendra tout à l'heure sur les actions de l'Université de Paris dans ce cadre, mais comme ça a été dit, la première question, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Donc on va ici faire connaissance avec les 3 doyens de faculté et évidemment avec les facultés qu'ils dirigent et avec quelques questions. D'abord de savoir qu'est-ce qu'il y a dans vos facultés, de quoi sont-elles constituées. Ensuite, quels sont les enjeux dans les disciplines qui sont dans vos facultés sur les questions d'éthique et d'intégrité scientifique, et enfin les priorités dans ce cadre. Donc je vais les présenter. Donc Sylvain Moutier, le doyen de la faculté Société et Humanité, Xavier Jeune-Maître, le doyen de la faculté de Santé, et Alain Zider, le doyen de la faculté des Sciences. Et donc je donne la parole à Sylvain pour démarrer. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? Alors je me présente, je m'appelle Sylvain Moutier. Avant d'être doyen de la faculté de Société Humanité, j'ai d'abord été, enfin d'ailleurs je le suis encore, on est en phase de transition, directeur d'école doctorale.
Et donc, je tiens particulièrement à remercier les organisateurs de ce séminaire, Christian Hervé en particulier, et parce que je suis très sensible au sujet de la diffusion, de la transmission, de l'importance d'une réflexion éthique, déontologique, et une réflexion sur l'intégrité scientifique aussi. L'aspect bottom-up pour moi est absolument essentiel. Alors, j'ai beaucoup apprécié pendant toutes ces années de directeur d'école doctorale, travailler avec Thomas Coudreau. Je veux dire il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan de l'enseignement de l'éthique. Il y a un séminaire d'éthique qui est obligatoire pour tous les doctorants quand même. Dès lors qu'on rentre dans une école qu'on s'inscrit dans une école doctorale, eh bien on participe à un séminaire éthique, c'est obligatoire, en lien avec le CFDIP, le Centre de formation des doctorants à l'insertion professionnelle. Et alors pour élargir le périmètre, puisque dans cette nouvelle université, vous savez qu'il y a plusieurs périmètres qui ont été organisés, dont le périmètre sur les humanities, le périmètre sur la société humanité. Alors je vous ai fait une diapo. En psychologie, on aime beaucoup le double codage, il faut une présentation abstraite mais aussi imagée. Et alors, juste pour vous donner le périmètre, la faculté des sociétés et humanités, c'est 12 UFR. Et donc, vous avez des lettres, arts, cinéma, vous avez de la psychologie, vous avez du sport, vous avez des SHS, vous avez des langues, vous avez des études anglophones. Et sur cet ensemble d'UFR, d'unités de formation et de recherche, il y a évidemment beaucoup de travaux qui sont liés à l'expérimentation sur l'être humain. Et c'est donc des travaux où se pose d'emblée, de façon majeure, la question de l'éthique. Et c'est pour ça que c'est absolument essentiel de sensibiliser non seulement les doctorants, mais même bien avant, dès le début du cursus, et peut-être dès le début de l'école, avec une réflexion sur la science et sur son éthique. En tout cas, ce qu'il est important de souligner, c'est que en psychologie, notamment, pour donner un exemple que je connais bien, il y a tout un tas de travaux qui sont liés à des aspects non interventionnels. Vous voyez, on peut faire de l'invasif aussi en psychologie. On peut travailler, je sais pas, en neurosciences, par exemple. On peut injecter des produits de contraste pour étudier le fonctionnement cérébral. Mais il y a aussi beaucoup de travaux qui sont dits non invasifs, non interventionnels, et pourtant se posent quand même de façon cruciale la question de l'éthique. C'est la raison pour laquelle je voulais faire un peu de promotion pour des bonnes pratiques qui ont été mises en place au sein de l'université. Et cette promotion, alors ça c'est la rue Valette, sera le centre, c'est là qu'on aura... Ben là c'est bon, ouais, c'est juste celle-là. La rue Valette sera le siège de la faculté Société Humanité. Mais en tout cas, je voulais faire un peu de promotion pour le comité d'éthique de la recherche, parce que c'est un comité d'éthique qui, à Paris Descartes, s'occupe, enfin c'est à Paris Descartes, mais l'idée ce serait de l'élargir à l'ensemble du périmètre de la faculté des sociétés et humanités, mais aussi l'ensemble du périmètre de l'université, je pense, parce que c'est un comité d'éthique qui reçoit tous les projets de recherche. C'est-à-dire si vous êtes directeur de recherche, vous débutez un projet avec un doctorant, même si c'est non interventionnel, même si ça tombe pas vraiment sous le coup de la loi Hurier là, de 2012 et tout ça, je pense qu'il est essentiel d'envoyer ce projet à un comité d'éthique pour avoir un avis éthique. Il y a de plus en plus de revues, un comité de lecture qui demande un matricule, un avis éthique. Et c'est une façon de réfléchir à la présentation des données aux participants. Parce que quand on étudie l'humain, eh bien les participants, nos sujets, ce sont des êtres humains, donc il faut les informer. Il faut éventuellement informer les parents. Quand on travaille sur le développement de l'intelligence, par exemple, il y a tout un tas de lettres d'informations à donner. Il faut informer les sujets sur le traitement de leurs données. Bref, et je pense que c'est important de promouvoir ce comité d'éthique de la recherche, et c'est important de prendre l'habitude de soumettre tous nos projets à un avis éthique. Voilà. Et je vous remercie de votre attention, de votre participation. On a besoin de vous tous. Et donc, je passe la parole à mes collègues. Ah ben, félicitations. Oui. N'a pas un périmètre aussi grand pour toutes ces interventions. Eh oui. Alors maintenant, ceci est d'autant plus important avec les données, parce que maintenant, il y a tout un travail qui se fait sur les dossiers, sur les données, et dans ce cadre-là, bien sûr, le passage devant des comités d'éthique de la recherche est fondamental. Absolument.
Bonjour à tous, merci beaucoup Christian de m'avoir invité sur un sujet évidemment important. Donc, je vais reprendre 2 ou 3 choses, vous présenter la faculté de santé, puis définir ce qui, à mon sens, pourraient être les enjeux, objectifs, moyens de ce qu'on pourrait faire en intégrité, en éthique, en sachant que tu as parlé, Sylvain, pas mal d'éthique, puis il y a le sujet de l'intégrité qui est légèrement différent, qui je crois le sujet du jour. Donc pour revenir à ce que disait Christine Clérici, la structure